les traditionalistes n'aiment pas l'avancement parfois scientifique de peur de perdre certains éléments philosophiques, certains éléments historiques aussi. Et je leur dirais qu'en fait, la recherche, elle n'est pas là pour effacer tout ce qui s'est fait dans le passé, mais elle est là pour prendre les éléments puis de les amener à un niveau supérieur. Donc, on a tous eu des cours de philosophie de l'ostéopathie, de l'histoire de l'ostéopathie, tout ça. C'est très intéressant. C'est des choses qui se sont passées il y a des centaines d'années, des principes sur lesquels on se base aussi pour notre pratique. Et ces principes-là peuvent être rajeunis, peuvent être améliorés, peuvent être repensés. Bonjour à tous. Donc, mon nom est Anaïs Beaupré. Je présente en fait au congrès Symbiostéo. Je suis en fait ostéopathe au Canada, plus précisément au Québec. Et puis, je fais de la recherche aussi en parallèle. Donc, j'ai une pratique clinique et une pratique en recherche à l'Université de Sherbrooke. J'ai effectué un baccalauréat en sciences biomédicales, ensuite une maîtrise en neurosciences et maintenant, je me spécialise en fait là, en sciences de la santé ou plus précisément en recherche sciences de la santé, où en fait, je fais un projet de recherche sur les lombalgies chroniques non spécifiques et les traitements viscéraux, donc viscéral abdominal. Donc, je suis supervisée par Christian Rochefort et Émilie-Paul Savoie. Puis aussi, je m'intéresse à plusieurs autres thématiques, comme par exemple le bien-être des patients qui reçoivent des soins en ostéopathie suite à un combat contre le cancer du sein. Et donc, je suis très, très contente de pouvoir présenter les différents enjeux de l'ostéopathie, principalement sur l'encadrement de l'ostéopathie, sur la recherche en ostéopathie, puis le virage vers l'université, en fait, là, donc vers un enseignement qui est beaucoup plus universitaire. En fait, moi, je n'étais pas dédiée à être ostéopathe au tout départ, donc j'étais vraiment dans une thématique de recherche avant même d'avoir commencé mes études cliniques en ostéopathie. Pour ma conférence, c'est sûr que je vais parler un petit peu là, de l'intérêt de l'ostéopathie viscérale là, dans tout ce qui est lombalgie ou troubles musculo-squelettiques chroniques, donc qui est principalement le sujet de ma recherche que je tiens actuellement. Et donc, je vais vraiment développer sur les modèles, sur les explicatifs aussi physiologiques là, qui peuvent en découler, puis sur les principaux résultats là, qu'on a, les résultats préliminaires qu'on aurait actuellement. Donc, ça, c'est un des aspects. Donc, où va la recherche en ostéopathie sur le côté viscéral? Ça va être la principale thématique là, de ma conférence. C'est une très bonne question. Donc, pourquoi la recherche en ostéopathie? Il manque gravement, en fait, de données dans dans notre domaine. Donc, ça, c'est le premier constat là, que j'ai réalisé. Comme j'étais issue déjà là, du domaine de la recherche avec mes études antérieures, même si c'était de la recherche qui était plus fondamentale, c'est une des choses là, que j'avais une petite difficulté personnelle avec ça. Donc, il y avait beaucoup d'enseignements empiriques qui se faisaient dans les études d'ostéopathie, ce qui est tout à fait louable. Mais j'avais besoin des fois d'approfondir certains aspects, certaines mentions que les enseignants en ostéopathie mentionnaient. Donc, c'était surtout par expérience clinique, on se faisait dire, dans telle situation, on fait comme ça, dans telle situation, on fait comme ci. Apprenez l'anatomie, la physiologie, la biomécanique, puis la palpation, tout ça. Mais il y avait certains éléments que je trouvais intéressants et qui m'avaient touchée en disant, OK, quand on fait ça, quand la personne est stressée, puis je me disais, justement, comme on n'a pas de données, pour quelles raisons on arrive à ces constats-là? C'est des constats cliniques, mais est-ce qu'on ne pourrait pas approfondir ces différents modèles-là? Est-ce qu'on ne pourrait pas approfondir aussi un petit peu la connaissance de ces, on pourrait dire, là, de ces phénomènes qu'on observe là, dans nos traitements, autant chez l'animal que aussi chez l'humain. Et donc, c'est cette curiosité que je pourrais dire qui m'a amenée vraiment à dire, je vais allier ma pratique clinique
avec ma curiosité, les questions que je me pose, autant sur les modèles, les pratiques, l'amélioration des pratiques et des connaissances. Et donc, c'est là que je sais qu'on se faisait dire, bon, le viscéral, c'est bon pour les lombalgies, c'est bon pour les troubles digestifs, c'est bon pour plein de choses. Et puis finalement, bon, on n'avait pas beaucoup de connaissances, à part les quelques livres qui ont été écrits, les quelques données empiriques que les enseignants pouvaient nous donner, nous offrir. Donc, c'est pour ça que je suis allée directement vers ce sujet-là instinctivement, parce que je voulais en savoir plus. Je voulais approfondir les connaissances. Puis, je me disais parfois que les modèles explicatifs étaient peut-être un peu, soit parfois arriérés ou il manquait, il y avait des trous, en fait, dans les explications, puis on n'était pas capable de combler ces trous-là en disant, ben on ne le sait pas, en fait. Et donc, tout ça a fait émerger beaucoup de questions pour moi, et c'est principalement pour cette raison que je suis allée en recherche pour essayer de trouver réponse à toutes mes questions, puis toutes mes curiosités qui sont venues à moi durant mes études d'ostéopathie, mais même au-delà de ça, dans ma pratique clinique aussi, où moi-même, je ne peux pas expliquer certains effets, moi-même, je ne peux pas anticiper soit des effets secondaires, soit des effets indésirables, soit aussi l'amélioration du patient lui-même. Quoi lui dire, quoi s'attendre lorsqu'on fait un traitement en ostéopathie viscérale ou autre, ben, on dit quoi au patient? On dit qu'il va s'améliorer, qu'on va traiter sa douleur, mais est-ce vraiment sa douleur qu'on traite ou est-ce pas autre chose qui permettrait aussi d'avoir un regard peut-être un peu plus critique sur notre pratique? Donc ça, c'est vraiment ce qui m'a motivée. Ben moi, j'avais remarqué avec des patients qui viennent me voir avec des troubles du côlon irritable ou avec des troubles de fibromyalgie, où les patients n'avaient pas seulement des douleurs musculo-squelettiques, mais avaient aussi beaucoup de contraintes au niveau de leur capacité fonctionnelle, au niveau aussi de différents aspects de leur vie, y compris des aspects anxieux souvent. Et ce que je remarquais dans ma pratique, c'est que lorsque je faisais du viscéral, lorsque je faisais aussi d'autres techniques, là, je me suis concentrée sur le viscéral, surtout pour mes études, ma recherche, mais je remarquais que le bien-être ou l'amélioration de leur état venait pas seulement d'une diminution de l'intensité de la douleur. Donc oui, parfois, certains me disaient, j'ai moins mal à mon dos, j'ai moins mal à mon bassin, j'ai moins mal à mon cou. Mais au fait, c'était pas ça qui changeait tant que ça chez mon patient. C'était aussi d'autres aspects. Et puis j'avais de la difficulté à mettre le mot. Et eux-mêmes avaient de la difficulté à dire, ils disaient, ben, je me sens mieux. C'était très vague. Ils n'étaient pas capables de m'expliquer pour quelles raisons ils se sentaient mieux, mais ils aimaient venir en ostéopathie lorsque je leur faisais du viscéral ou d'autres techniques. Et ils disaient s'améliorer. Mais c'était très difficile de trouver la variable, en fait. Qu'est-ce qui faisait en sorte qu'ils se sentaient mieux? Donc, on sait que la douleur est quelque chose de multifactoriel. On sait qu'on retrouve différentes dimensions, autant motivo-affectives, au niveau de l'intensité, la représentation du corps, etc. Et donc, je me suis dit, ben, dans toutes ces composantes de la douleur, peut-être a-t-on un effet au niveau viscéral, surtout parce que je m'enlignais là-dessus, sur l'une des composantes, et ça venait très difficile pour le patient de cerner cette composante, mais de manière globale, il se sentait mieux. Il s'améliorait, faisait plus d'activités dans sa vie quotidienne. Il permettait aussi d'être peut-être un petit peu moins isolé. Donc, c'était d'aller découvrir un petit peu pour quelles raisons les patients se sentaient mieux. Et donc, d'aller découvrir un peu ces variables-là qui vont nous faire dévier un petit peu toujours de diminuer la douleur. Donc, ça, c'est toujours un aspect qu'on veut faire. Le patient a mal, puis il veut se faire retirer son mal, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et donc, dans le viscéral, je trouvais qu'il y avait peut-être un aspect motivo-affectif. Donc, quelque chose qui était très orienté vers des sensations d'anxiété, de stress, de la rumination, des choses comme ça, qui peut-être était l'une des variables sur lesquelles le viscéral pourrait avoir un effet. Je sais que, bon, dans mes études, on s'est fait dire, ben, quand on manipule le viscéral, si les organes bougent les uns par rapport aux autres, ça permet de libérer un peu plus d'espace dans l'abdomen, des choses comme ça. On a le nerf vague qui passe à cet endroit-là, donc il pourrait y avoir un impact aussi au niveau des émotions, du contrôle des émotions. Donc, l'aspect anxiété était vraiment au cœur là, de mes questionnements, puisque je remarquais empiriquement
que certains patients me disaient se sentir mieux, mais avaient toujours de la douleur. Donc, la douleur était présente, donc leur intensité ne bougeait pas. Si on prenait une échelle 0 à 10, ben, ils se situaient toujours à 5, 6 sur 10. Mais tout de même, ils se disaient, malgré le fait que j'ai encore toujours cette douleur au dos ou au niveau digestif, je me sens mieux. Je peux aller marcher plus longtemps, je peux voir des amis, je peux avoir des activités, je sens que j'ai moins d'idées négatives au niveau de mes pensées. Et donc, c'est à partir de ces constats cliniques-là que je me suis dit, ben, il y a une variable qu'on ne connaît peut-être pas très bien actuellement, qui est celle qui est associée à un traitement viscéral. Et donc, c'est ce qui m'a amené tranquillement à dire, bon, ben, je vais faire une étude clinique pilote. Je vais commencer un pilote, comme ça va me permettre éventuellement de faire quelque chose de plus grand. On va tester la faisabilité, l'acceptabilité aussi, voir aussi les différents paramètres au niveau des variables, combien de traitements, on éloigne les traitements de combien de temps durent les traitements. Donc, toutes ces choses-là, on les a explorées. Et puis, avec le pilote, on allait évaluer plein de variables de la douleur. Donc, autant la capacité fonctionnelle, la partie émotive, la partie anxiété. Puis même dans la partie anxiété, on a divisé ça en des anxiétés qui sont liées à la personnalité ou l'anxiété qui est associée plus aussi à des événements stressants qui arrivent dans la vie des gens. Donc, on a vraiment été chercher ces variables-là. Puis, on va avoir donc quelques données là, qui vont être disponibles. Bien sûr, là, ce ne sont pas des très grosses cohortes. Là, ça nous donne juste une idée de qu'est-ce que ces variables de quoi sont faites, de quoi sont faites, en fait, ces variables-là, et de quelle manière on va pouvoir les utiliser dans des études peut-être de plus grande envergure, où là, on va vraiment aller cerner au niveau statistique l'effet réel que va avoir là, ces traitements-là. Mais c'est parti vraiment là, d'une observation clinique, là, tout comme une bonne méthodologie scientifique, là. C'est une dure gestion. J'avoue que je n'ai pas d'enfant. Donc, j'ai peut-être aussi cette liberté où je n'ai pas à m'occuper d'un petit humain. Mais généralement, c'est sûr que je fais beaucoup moins d'activités libérales. Là. Donc, je n'ai pas beaucoup de disponibilité clinique à proprement parler. Donc, je fais 1 à 2 journées, en fait, au maximum là, dans la semaine en activité clinique. J'aime garder quand même là, cette activité-là, mais je ne peux pas en faire 5 jours par semaine là, parce que j'ai d'autres activités. Donc, généralement, je vais enseigner beaucoup, surtout dans la période entre septembre et mois d'avril. Donc, c'est là où les universités aussi offrent leurs sessions universitaires. Donc, c'est là que je vais enseigner le plus. Je vais enseigner aussi dans les écoles d'ostéopathie qui débutent en septembre, se terminent vers le mois d'avril. Donc, c'est sûr que mon activité de recherche va varier dans l'année. C'est sûr que durant la période estivale, j'en fais plus. Durant la période plus d'automne et début hiver, j'en fais un peu moins. Mais sinon, dans une semaine plutôt régulière, j'essaie d'attribuer peut-être 2 jours à l'enseignement, 2 jours à la clinique, puis 2 jours pour la recherche. Donc, c'est à peu près un 6 jours semaine là, environ de travail. Mes heures de travail sont quand même assez régulières là, dans le sens où je vais travailler de 8 heures à 18 heures environ, là, donc avec des pauses, bien sûr. Mais ça fait quelque chose de chargé, mais c'est quelque chose de très, très... Je ne suis pas quelqu'un qui aime la redondance, la routine. J'aime pas beaucoup ça. Donc, c'est sûr que quand je change mes activités comme ça, ben, ça me permet de garder un peu mieux mon focus souvent. Si je faisais seulement de l'enseignement, je suis certaine que je m'ennuierais éventuellement. Si je ferais que de la recherche, je m'ennuierais aussi éventuellement. Donc, le fait de jongler, en fait, avec ces différentes casquettes, ben, c'est effectivement ce qui garde ma motivation là, à avancer. Concernant c'est très difficile parce que quand on développe de la recherche, bien souvent, ça va être associé à des campus universitaires parce que, bien, pour avoir de l'argent, pour avoir des outils, des ressources, tout ça, faut aller vers un programme d'études supérieures. Donc, c'est sûr que c'est difficile quand on fait un temps plein, mais il y a moyen quand même de faire sans faire de la recherche pour publier des papiers. Il est intéressant aussi juste pour l'ostéopathe qui a une vie de pratique clinique complète, à temps complet, de participer, je pourrais dire, à l'esprit scientifique.
Donc, ça, c'est une chose que les cliniciens peuvent apporter. Premièrement, c'est communiquer leurs observations, continuer à être toujours curieux et ouvert à différents phénomènes, à parfois aussi s'immerger dans la littérature scientifique, garder aussi en tête que il y a quand même un fossé important entre la recherche et la clinique. Avant que nos observations arrivent avec des données qu'on peut utiliser, c'est quelque chose qui prend des années à réaliser. Donc, je pense que pour quelqu'un qui voudrait vraiment faire de la recherche puis publier des données, c'est sûr qu'il faut aller vers un programme universitaire de maîtrise ou master ou doctorat. Là. Donc, ça prend une très grande partie de notre temps. Mais par contre, là, tout clinicien qui s'intéresse à la recherche et qui veut vraiment participer à ce mouvement-là, je pense que c'est garder en tête des questionnements, communiquer aussi ces questionnements-là à leur entourage, voir si on retrouve les mêmes questionnements à travers les autres cliniciens. C'est vraiment s'imbiber en fait de la littérature scientifique. Donc, de temps en temps, aller voir la littérature, lire des articles, discuter avec les collègues de ces différentes données-là. Je pense que juste ça, si tous les cliniciens gardaient à l'esprit ça, on avancerait probablement beaucoup plus vite. Parce que moi, c'est parti, le fait que je suis allée en recherche, c'est parti de mes observations, puis du fait que j'ai voulu aller plus loin. Et c'est pas tout le monde qui peut faire ça parce que, il y en a qui ont des familles, qui ont des cliniques, qui travaillent 40, 50, 60 heures par semaine. On peut pas rajouter à l'intérieur de ça aussi une pratique scientifique, là. Mais par contre, moi, j'écoute beaucoup mon entourage, j'écoute beaucoup mes collègues ostéopathes qui me mentionnent certains de leurs questionnements. Puis à partir des questionnements qu'on me donne, ensuite, ça me donne beaucoup plus d'idées pour avancer sur différents sujets. Puis ça peut être aussi des sujets à la mode. Hein. Des fois, il y a des modes dans tout. Donc, il y a des modes professionnels aussi. Donc, quand on entend parler justement de l'ostéopathie animalière, par exemple, nous, au Canada, on n'en entend pas beaucoup parler. On entend plus parler de celle qui est bien sûr pour les humains. Mais on aurait fort probablement des vétérinaires ici qui trouveraient ça intéressant de partager avec des gens de l'international sur ces différents actes ou ces différentes approches complémentaires. On a ce qui est beaucoup à la mode au niveau vétérinaire, c'est l'acupuncture. Donc, ça se développe beaucoup, l'acupuncture chez les animaux. Donc, c'est vraiment de créer des réseaux de partage, de réseautage entre cliniciens, entre chercheurs, faire des webinaires qui permettent justement de donner un petit peu de liberté sur des discussions, des questionnements, mais pour le clinicien qui vraiment veut faire de la recherche, c'est s'inscrire à un programme universitaire pour vraiment le faire de manière très carrée parce que c'est une recette, hein, la recherche. On doit avoir les mêmes questionnements, avoir une méthodologie particulière, recueillir nos données, analyser nos données d'une certaine façon, puis arriver avec des conclusions. Donc, c'est sûr que pour suivre cette recette-là, on doit avoir vraiment une bonne méthodologie. C'est très rare que quelqu'un peut faire ça chez lui dans son salon puis commencer à dire, moi, je fais de la recherche et voilà. Mais je pense que le questionnement, rester toujours curieux sur les phénomènes et aller chercher de la littérature scientifique pour garder ses connaissances à jour. Ça ne veut pas dire que si on voit certains articles qui mentionnent, cette pratique-là, on n'a pas de données pour ça. Ça ne veut pas dire que la pratique clinique doit changer. Ça veut juste dire peut-être que les modèles explicatifs qu'on a actuellement ne sont pas les bons pour expliquer ce qu'on fait. Donc, la recherche, c'est pas parce qu'on lit de la littérature et que finalement on arrive avec des conclusions qui sont un peu négatives qu'on doit perdre espoir. On a quand même appris plusieurs choses en lisant un article qui a des conclusions qui mentionnent que finalement il n'y a pas d'effet. Ou on apprend sur la méthodologie, on apprend sur les concepts, les façons de faire. Et juste ça, je pense que les cliniciens peuvent avoir le temps à intégrer de la lecture d'articles scientifiques ou même de participer à des congrès, participer aussi comme auditeur à différents webinaires. Là. Donc, ça, c'est vraiment ce qui est le plus accessible pour les cliniciens, mais sinon, vraiment, la personne qui veut se lancer, je lui dis, ça va être beaucoup de travail, mais ça va être très, très enrichissant de le faire. Puis, quitte à, quand on est seul, puis on veut faire valoir un petit peu nos observations cliniques, les cas uniques sont intéressants. Ce qu'on appelle des case studies, là, ça peut être très, très intéressant. Donc, quand on a eu vraiment une surprise clinique où le patient a vraiment répondu à un traitement, puis que c'est quelque chose de vraiment extraordinaire qui s'est passé, puis on se dit, bon, je vais essayer de
de manière rétrograde de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Le fait d'utiliser case study peut être très intéressant où on va même décrire vraiment avec beaucoup de rigueur ce qui a été fait au niveau clinique, autant chez l'animal que ça peut être chez l'humain. Eh bien, ça peut être publiable dans une revue professionnelle. Ça peut être aussi communicable dans certains congrès avec des associations professionnelles. Donc, ça, c'est des choses intéressantes qui vont faire en sorte que d'autres ostéopathes vont lire ces case studies et vont dire « Hey, c'est exactement ce que j'aurais fait ou c'est bien parce que ça aussi, c'est dans ma vision pratique. » Donc, ça permet de communiquer la science. Ça permet aussi de faire l'exercice seul, de dire, ben, je vais faire un case study, c'est 4 pages. Là. Donc, c'est pas très long. Souvent, on va se fier à ce qu'on a marqué dans le dossier du patient. On va faire une rétroaction par rapport à ça, puis une critique envers ce qu'on a fait. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant et un peu plus accessible pour des cliniciens qui ne sont pas nécessairement associés à des campus universitaires. Si on veut faire là, vraiment avec des cohortes de 20, 30, 40, 50, 100 personnes ou animaux, là, ça peut être compliqué parce que c'est les ressources qui vont manquer surtout. Là. Venir faire du recrutement pour 100 personnes, c'est un des mois de travail. En plus de ça, il faut avoir des approbations éthiques qui sont excessivement difficiles à avoir si on n'est pas déjà affilié à en fait un campus universitaire. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui va freiner un clinicien qui voudrait en faire un peu de son côté. Par contre, le fait de faire des case studies ou des cas uniques, ben ça peut être communicable, mais ça peut être intéressant. En fait, on peut avoir des critiques des deux côtés. Autant, bien, en fait, le monde de la recherche, c'est un monde de critiques. Hein? Puis c'est ce qui nous fait avancer. On se pose des questions, on fait une étude. Cette étude-là va avoir des biais, des limites, va avoir aussi des aspects très positifs sur le comment elle a été montée. Donc, la communauté scientifique, elle est là pour s'autocritiquer toujours, pour faire mieux, hein, pour améliorer la rigueur. Donc, quand il y a une étude qui sort, bien, un scientifique comme moi ou comme d'autres chercheurs, bien, on lit et on dit « Ah, ça, c'est pas bon parce qu'il y a telle chose et telle chose, ça a mal été fait. Donc là, les résultats sont basés sur telle chose. » Donc, on critique. Et la critique, c'est pas quelque chose de négatif, c'est quelque chose qui fait avancer. Donc, c'est sûr que comme chercheur, il faut aussi penser à, on va se faire critiquer, on va se faire dire que ce qu'on a fait est moins bon qu'un tel ou une telle, et c'est correct. Donc, il ne faut pas le prendre personnel. Mais il y a aussi tout un autre côté où on a l'aspect tradition, où là, les traditionalistes n'aiment pas l'avancement parfois scientifique de peur de perdre certains éléments philosophiques, certains éléments historiques aussi. Et je leur dirais qu'en fait, la recherche, elle n'est pas là pour effacer tout ce qui s'est fait dans le passé, mais elle est là pour prendre les éléments puis de les amener à un niveau supérieur. Donc, on a tous eu des cours de philosophie de l'ostéopathie, de l'histoire de l'ostéopathie, tout ça. C'est très intéressant. C'est des choses qui se sont passées il y a des centaines d'années, des principes sur lesquels on se base aussi pour notre pratique. Et ces principes-là peuvent être rajeunis, peuvent être améliorés, peuvent être repensés. Les modèles, parfois, là, qui nous permettent d'expliquer ce qu'on fait, ils sont présents depuis très longtemps. Et ces modèles-là, des fois, sont plus adaptés à la réalité d'aujourd'hui. Donc, comme n'importe quelle profession, on avance. Des fois, on se dit, bon, on pratiquait comme ça avant. Maintenant, on se rend compte que c'est peut-être pas la façon la plus adéquate et efficiente de traiter, mais si on fait d'une autre façon, c'est peut-être mieux. Ça n'enlève pas la capacité palpatoire, ça n'enlève pas la technique avec laquelle on pratique en bureau. Ça nous fait qu'avancer les connaissances et le mode de pratique. Donc, dans cette optique-là, je pourrais dire, on a vraiment deux aires qui se rencontrent. On a les scientifiques qui se critiquent entre eux, et ça, ce sera toujours le cas, c'est le principe de la recherche. Et on a les traditionalistes qui, oui, c'est une peur qui est parfois irraisonnée de perdre certains éléments ou l'essence, en fait, d'une profession. Puis, je crois, je ne veux pas parler pour tous les chercheurs en ostéopathie, là, mais je crois qu'il n'y a aucun chercheur qui fait de la recherche pour dire tout ce qu'on a fait en ostéopathie dans les 100, 200 dernières années, c'est mauvais, puis je suis ici pour changer ça. On n'est pas là pour changer quoi que ce soit.
On est là pour améliorer les connaissances puis faire avancer. Donc, on n'oublie jamais d'où ce qu'on est parti. Puis ça vient souvent là, d'un désir profond de pouvoir mieux comprendre. Puis cette meilleure compréhension nous permet d'adhérer encore plus à la pratique, à l'esprit professionnel, puis au fait d'adhérer à une communauté aussi. Donc, je pense que les chercheurs, c'est des gens qui ont beaucoup de questions, qui se posent beaucoup de questions, puis que ça les rend très mal d'avoir ces questions en suspens à un point où ils vont faire des études puis des recherches pour essayer de pallier à ça. Donc, je pense qu'il n'y a aucun chercheur qui part avec cet esprit de venir taire ce qui s'est fait dans les deux derniers, finalement, centaines d'années pour enlever tout ça puis changer complètement l'ostéopathie. Je pense que si ça résonne chez certaines personnes qui ont peur de la recherche pour ça, bien, dites-vous qu'il n'y a aucun chercheur, je crois, qui n'est là pour ça. On est là juste pour améliorer la profession, puis de pouvoir rester aussi au fait des connaissances scientifiques. Ben oui, parce qu'on peut pas, en fait, on peut pas rester en arrière, comme n'importe quelle pratique. Hein. On peut prendre autant une pratique qui est à l'extérieur complètement de la santé. La loi, tout ce qui est avocat, s'améliore, on change les lois, on améliore le tout. Pourtant, c'est une profession qui est là depuis des milliers d'années. Là. Les avocats existent, mais ils ne pratiquent pas le droit comme on le pratiquait il y a 100 ans, il y a 200 ans ou 300 ans. Ils s'améliorent. Même chose en santé. La médecine d'autrefois, la médecine d'aujourd'hui n'est plus du tout pareille. La physiothérapie, la kinésiologie, toutes ces pratiques-là avancent. Et on doit faire de même si on est une profession qui a justement sa valeur sociale, bien, on se doit aussi de se poser des questions, se remettre en question, puis toujours avancer en se disant, bien, ça, c'est ce qu'on faisait avant, c'était bien pour dans le temps. Maintenant, aujourd'hui, la pratique, la santé, la vision d'un professionnel de la santé n'est pas tout à fait pareille, donc on doit avancer avec des nouvelles connaissances. Donc, c'est fondamental, effectivement. J'enseigne encore toujours dans des écoles d'ostéopathie à des futurs ostéopathes. Je crois qu'elle s'est grandement améliorée. Je crois que aussi, dépendant des règlements à travers les pays, c'est sûr que moi, je peux juste parler pour le Québec parce que bon, c'est ici que je gravite, mais je crois que ça s'est amélioré autant en nombre d'heures, en termes de qualité de cours et tout ça. La chose est que comme ce n'est pas inclus au Québec dans le système d'éducation régulier, parce que ce sont des écoles privées, mais reste que je pense qu'il y a une philosophie derrière où ces écoles-là doivent pérenniser les programmes. Donc, ils sont aussi limités en termes de ressources, en termes d'accompagnement aux étudiants, en termes aussi d'accessibilité juste à la recherche, hein, parce qu'on parle de recherche, accéder à des bases de données pour avoir une accessibilité à tous ces articles scientifiques, ça coûte cher. Et c'est généralement les universités qui, de par leur très grand campus, parfois ils sont aussi financés par l'État, ont ces accès-là. Ce qui fait qu'on avance beaucoup plus vite au niveau de la recherche, mais aussi au niveau des pratiques. Donc, les écoles font ce qu'ils peuvent, font avec le financement qu'ils peuvent avoir, mais c'est sûr que je crois qu'il y a des limites à l'avancement des connaissances techniques et des connaissances théoriques dues à cette limitation financière et de ressources. Donc, je ne dis pas que l'enseignement, elle n'est pas bonne, mais je pense que parfois, on manque de ressources pour faire avancer plus rapidement les pratiques. Donc, on reste dans un enseignement parfois qui est aussi un petit peu archaïque, un enseignement qui est un enseignement qui est théorique principalement, où on va avoir des cours magistraux. Mais la pédagogie, c'est autre chose que des cours magistraux. Il y a plusieurs façons d'apprendre qui fait qu'on est capable aussi de développer un meilleur raisonnement clinique. Donc, ça aussi, c'est complexe, enseigner le raisonnement clinique ou le raisonnement complexe. C'est pas juste en ayant plus de cours et plus de cours magistraux qu'on peut arriver à développer ça. Donc, je pense que ça, c'est l'une de
l'un de mes points négatifs que j'aurais à donner, qui n'est pas nécessairement négatif, qui est le fait que les écoles d'ostéo étant privées n'ont pas un accès aussi grand que l'université pour pouvoir amener l'étudiant à développer son raisonnement, développer aussi l'evidence-based medicine, hein, avoir aussi des notions EBM qui fait que il y a accès à la littérature, il y a accès aussi à des activités d'enseignement qui va dans ce sens-là. Donc, ça, c'est peut-être l'une des limitations, puisque être ostéopathe, ce n'est pas seulement d'apprendre des techniques, ce n'est pas d'être seulement un technicien, parce que ça serait plutôt facile, où on vous dit, voici la liste de techniques à apprendre et à appliquer. La personne n'y pense pas et elle applique sa technique. Mais on est de grands penseurs en ostéopathie, où on fait des liens, où on a un raisonnement en lien avec des motifs de consultation. Il faut faire des diagnostics d'exclusion. Les patients viennent nous voir souvent en première intention. Et donc, il faut être en mesure d'avoir toutes ces données-là, d'extraire les bonnes données, puis être en mesure ensuite de faire des traitements ostéopathiques appropriés. C'est tout un développement cognitif qui est très complexe et qui fait que dans une structure qui est peut-être un peu trop carrée, dans le sens où on a les cours théoriques avec des enseignements magistraux, des cours pratiques et des stages, il manque un petit peu de colle entre ces différents éléments-là. Donc, c'est peut-être plus la structure des programmes, je crois, qui peut être réinventée et qui aura la possibilité d'être réinventée lorsque les ressources seront disponibles. Et ça, je crois que ça passe un peu par le fait qu'on va aller vers l'université. C'est pour toute solution, on va avoir quand même des défis. Il va y avoir des défis où, effectivement, le fait d'avoir une masterisation, par exemple, c'est sûr que ça va faire avancer l'ostéopathie avec une philosophie peut-être plus scientifique. C'est sûr qu'il y a certaines pratiques qui vont être difficiles à intégrer dans un cursus universitaire parce que pas encore supportées par des données, parce qu'ils sont associés vraiment à une palpation qui est unique en lien avec le clinicien lui-même. Donc, ça, c'est sûr que ça va être un défi. Ça peut transformer un petit peu l'ostéopathie de demain, de le faire comme ça. Donc, je ne dis pas que c'est la solution magique, mais je pense que c'est un premier pas avec le fait qu'on va standardiser un peu mieux la profession, les pratiques, et ça va permettre aussi de meilleures discussions entre cliniciens. On va tous parler le même langage, on va avoir une formation qui est tous, je ne dis pas adéquate parce qu'il va y avoir des manques éventuellement aussi, mais au moins elle va être standardisée. Donc ça, c'est une solution qui va être apportée, mais je crois qu'effectivement, le fait d'arriver à avoir un programme qui est universitaire, ça peut faire perdre certains éléments aussi. Mais ces éléments-là, on parle de solutions, une fois qu'on voit qu'il y a un problème, on peut toujours pallier ce problème-là avec l'ajout de formation continue par la suite, où on va pouvoir aller chercher peut-être l'essence palpatoire un peu mieux, les pratiques qui sont un petit peu plus ésotériques et que certains cliniciens veulent aller chercher. Donc, c'est pas le fait d'aller vers l'université ne va pas nécessairement nuire à la profession. Elle va amener d'autres défis et d'autres questionnements, encore une fois, sur voici, on a passé d'une formation qui était privée, qui était plus aussi liée à de la tradition dans certains cas, à quelque chose de plus standardisé. Dès qu'on change de format, on va arriver avec d'autres problèmes, mais ces problèmes-là peuvent peut-être être résolus en partie par des formations continues qui vont aussi émerger un peu partout, là. Donc, moi, je crois que c'est positif, mais j'entends quand même certains dire certaines critiques par rapport à ça en disant oui, mais on va perdre aussi la transmission qui s'est faite d'un enseignant à son étudiant parce qu'on a un standard, des protocoles, des choses qui sont très établies. Ça, je l'entends très bien. Et c'est sûr qu'on va avoir ces critiques-là si, par exemple, on passe vers un programme plus universitaire. Mais je pense que pour tout problème, il y a des solutions. Donc, à partir du moment où on a quelque chose de plus standard, il faut aussi voir un certain niveau
aussi de respect des autres professionnels de la santé. Lorsque tout un groupe de professionnels sont un peu plus standardisés, qu'on sait c'est quoi le niveau de tout le monde, bien, d'autres professionnels de la santé vont peut-être faire plus confiance aussi. Puis tout ce qui est réglementaire aussi va peut-être arriver plus facilement pour les ostéopathes avec ce type-là. Donc, ça va nous ouvrir quelques portes pour pouvoir avoir accès à différentes façons de pratiquer ou dans différents domaines de pratique. Pour ce qui est du Québec, c'est sûr que les écoles sont généralement plus petites, sont moins encadrées au niveau légal, financier et tout ça. Nous, lorsqu'on passe au public, les frais administratifs, les frais financiers aux étudiants sont beaucoup moins chers parce qu'il y a une partie qui est prise par l'État. Donc, je pense qu'un des avantages premiers, c'est que ça va être plus accessible. Donc, ça ne va pas toujours être les personnes bien nanties qui vont avoir accès, en fait, à la profession de l'ostéopathie. On va avoir des gens qui sont plus démunis au niveau socio-culturel, socio-démographique, qui vont y avoir plus accès. Donc, ça, c'est peut-être un des avantages principaux parce que les frais associés, en fait, aux frais scolaires là, vont être beaucoup moindres, beaucoup moins grands. Ensuite de ça, bien, on a aussi un accès à de la connaissance qu'on n'a pas. Même chose pour les cliniciens. Les cliniciens vont pouvoir aussi avoir peut-être une pratique d'enseignement qui est plus encadrée, qui est de meilleure qualité, avec des conditions de travail aussi qui sont peut-être un peu meilleures. Donc là, je sais qu'actuellement au Québec, la plupart des enseignants sont des travailleurs autonomes auprès des écoles, donc ils sont des contractuels, donc ils n'ont pas de sécurité d'emploi qui sont associés à l'enseignement. Tandis que lorsqu'on est engagé à l'université, ben, on a un poste, même s'il est contractuel, on peut avoir accès à des assurances, on a cette sécurité d'emploi. Donc, je pense que pour les cliniciens, ça va faire aussi d'autres pratiques. Outre la pratique libérale, ça va être possible aussi d'être mentor de stage, de faire quelques cours aussi de raisonnement clinique, des choses comme ça. Donc, il y a plusieurs portes qui vont s'ouvrir à eux avec en plus la partie sécurité d'emploi. Donc, je pense que ça, c'est l'un des points positifs les plus importants avec le fait de rendre ça public dans vraiment là, un secteur pédagogique plus public. Là. Moi, j'adore aller à des congrès. Je trouve ça vraiment plaisant parce qu'on peut réseauter. Et ça, c'est une chose que j'adore, parler avec des gens de différents pays. En plus, on n'a pas non plus les mêmes façons de penser, les mêmes façons de pratiquer. Donc, ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ce que j'ai trouvé vraiment super avec votre congrès, c'est qu'on allie l'aspect animalier puis l'aspect humain. Et je crois que pour mon esprit scientifique à moi, avant toute recherche humaine, ça partit souvent de quelque chose d'animalier, des observations qu'on a fait avec soit des petits ou des grands animaux. Et puis ensuite de ça, on s'est dit, ben, est-ce qu'on ne pourrait pas appliquer ça à l'humain? Donc, je pense qu'il y a beaucoup de partages qui peuvent se faire entre les observations cliniques humaines puis les observations cliniques animalières. Et ça, même si l'animal traité ou la thématique animale est peut-être un peu loin parfois de la partie thématique humaine, je pense qu'on a beaucoup à s'échanger au niveau de nos connaissances, nos pratiques et même la façon dont c'est encadré, la façon dont c'est enseigné. Donc, il y a plein de choses qu'on peut aller chercher. Donc, ben, puis d'où le nom, je trouve le nom vraiment extraordinaire. Là, Symbiostéo, ben, c'est justement la partie symbiose entre la partie humaine, la partie animalière. Je sais que si en humain, on manque de données, je peux imaginer à quel point vous manquez de données scientifiques aussi dans la portion animalière. Donc, quitte à rien faire parce qu'on n'a pas rien de scientifique dans un certain domaine, ben pourquoi pas allier justement ce qu'on peut faire un peu dans la portion humaine, puis regarder comment ça pourrait s'appliquer directement à la portion vétérinaire, par exemple, ou à la partie ostéopathique animalier. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment cette symbiose, là, je vais le dire, entre les deux domaines qui m'a fait vraiment charmer là, pour que je me déplace, que je prenne l'avion puis que je m'en vienne vers chez vous là, au mois d'octobre prochain.